Et il est 19h30, Frédéric Brindel avec vous. Merci. Les vraies voix qui font la politique ce soir. Nos deux spécialistes, nos deux invités. Je salue Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Bonsoir Nicolas Corato. Bonsoir Frédéric. Et puis Frédéric Sinclair, politologue, auteur de La refondation de la droite, entre autres. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes bien avec nous tous les deux. Sachez que nous avons à la réalisation Jamel Abdelak qui va réaliser pour nous un petit miracle. Vous savez qu'en ce moment, et c'est reproduit sur le compte Twitter de la ville de Poissy, en ce moment, Emmanuel Macron, qui est président de la République, mais qui officiellement est donc candidat à sa réélection, fait sa première sortie en tant que candidat. Il est allé voir son ami Carl Olive, le maire de Poissy. C'est la 5e fois que Emmanuel Macron se rend dans cette ville des Yvelines et il y rencontre les habitants. Le principe, c'est dans une grande salle des fêtes qui servait d'ailleurs un grand vaccinodrome récemment. Dans cette salle, il rencontre les habitants qui posent des questions et il répond. Je vous propose, grâce à la magie donc de Jamel Abdelak, d'écouter ce qui se passe et on en parle avec nos spécialistes. Et de le faire en dialogue avec les familles, les associations et les communes qui s'occupent du périscolaire. Parce que faire des Républicains et participer au pacte que vous évoquiez, ça ne commence pas le matin à 9 h pour s'arrêter à 17 h, 4 ou 5 jours par semaine. Et la bataille est là. Et donc, oui à votre question, avec tous ces leviers, donc les 30 minutes de sport chaque jour au primaire, l'augmentation des heures de sport au collège, plus de savoirs fondamentaux, en particulier l'augmentation des maths, et ce jusqu'au lycée. Et dans mon chantier école, l'idée de travailler avec toutes les parties prenantes, en particulier les acteurs républicains, hors du temps scolaire pour aller plus loin. Voilà pour un premier thème qui a été soulevé par un habitant. Nous étions en direct de Poissy. Réaction tout de suite. Allez, on commence par Nicolas Corato. On va dire que c'est le débat dont Emmanuel Macron ne veut pas avec les autres candidats qui est en train de se faire là actuellement. Emmanuel Macron, il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis 5 ans. C'est pas une campagne électorale au présidentiel, c'est le grand débat présidentiel qui continue. Mais c'est le grand débat organisé par Emmanuel Macron, avec uniquement Emmanuel Macron et uniquement pour Emmanuel Macron. On a l'impression qu'on revit ce qu'on a vécu au moment des Gilets jaunes ou peu après, quand Emmanuel Macron recevait au milieu de la scène un certain nombre d'habitants plutôt choisis pour lui poser quelques questions avec assez peu de pièges et y répondre en relevant ses bras de chemise. On est dans exactement le même exercice de style. Frédéric Sinclair, ça se confirme, ça veut dire qu'il n'y aura pas a priori de débat à 12. Vous me direz c'est assez difficile à mettre en place et d'autant plus qu'il y a cette situation, la guerre en Ukraine, où le président Macron, là pour le coup, va être terriblement sollicité. Alors, terriblement sollicité, la guerre se déroule en Ukraine, ça vous aura pas échappé. Terriblement sollicité parce qu'il a envie d'être terriblement sollicité et que ça l'arrange. Deuxième chose, oui, il va y avoir effectivement un premier tour où Emmanuel Macron ne descendra pas débattre proprement, de façon proprement dite avec les autres candidats, qu'il ne le fasse pas face aux 12, aux 11 autres. On peut le comprendre parce que 11 contre lui, ça serait dans sa position avec un bilan à défendre, peut-être un jeu de tir croisé. En revanche, on aurait pu imaginer quand même quelques débats un tout petit peu sérieux. La troisième chose qui a trait à l'extrait que vous venez de passer, c'est caractéristique d'Emmanuel Macron. Il nous explique qu'il va augmenter fortement les mathématiques depuis le primaire jusqu'à la fin du lycée. Je vous rappelle que pendant ce quinquennat, il a supprimé les mathématiques, y compris dans certaines filières scientifiques. Au lycée, il était possible de faire de la biologie, de la physique jusqu'en terminale sans faire de mathématiques à partir de la première. C'est une mascarade totale. Ils sont revenus là-dessus. Donc voilà, le Macron 2017 et le Macron 2022. Je fais une chose et puis je fais son contraire. Première réaction donc en direct de nos deux vraies voix spécialistes de politique, Nicolas Corato et Frédéric Sinclair. Je vous propose, on en profite, hein, c'est la magie. Jamel Abdelak, je vous vois. Allez, on retourne à Poissy en direct et puis on débriefe. Allons-y. Parce que les Allemands réussissent à faire près d'1 million, il n'y a pas de fatalité. Et on n'y arrivait pas. J'ai fait la même promesse. On a fait mieux. Et les tas de promesses où j'ai pas réussi, c'est que, comme tout le monde, parce qu'on se trompe, il y en a où on a réussi pile. Là, on est à 720 000 apprentis en 2021. Pourquoi? Parce que précisément,
on a dit on va sortir des querelles institutionnelles, on va être dans une logique de confiance et les apprentis allant vers un métier, on va travailler avec les branches professionnelles, les entreprises, pour aider à définir quelle est la maquette et les organisations dans la formation pour faire de bons apprentis. Les horaires de travail, pour éviter les folies auxquelles on assistait il y a encore quelques années, où l'apprenti boulanger n'avait pas le droit d'arriver avant 8 h du matin à la boulangerie, où certains n'avaient pas le droit d'utiliser des escabeaux dans tel ou tel domaine. C'est des exemples qui avaient été très médiatisés, que je rappelle, mais c'était ça. Et donc on a réinventé les règles de l'apprentissage en disant la question n'est pas de savoir si c'est l'État, les régions, les villes, non. Qui emploie? Les entreprises, les branches. Elles ont défini les règles. On a simplifié les aides, il y en avait 4, il n'y en a plus qu'une pour accompagner les entreprises et les maîtres d'apprentissage, parce que c'est un investissement. Et on a beaucoup accompagné pendant la crise avec une aide exceptionnelle pour que les entreprises puissent continuer à prendre des apprentis. Allez, nous débriefons alors le fond et la forme. On va déjà s'intéresser à la forme, Nicolas Corato. On commence par vous. Cette forme, c'est intéressant parce qu'on a entendu le fameux « on n'a pas tout réussi ». Ça, c'est une espèce de gimmick qu'on va avoir aussi, hein. Oui, alors vous remarquerez quand même que sur la forme, on est essentiellement sur un mode grand oral et exposé assez technocratique. Faut le reconnaître aussi. On n'entend pas beaucoup les citoyens français dans les extraits que vous nous passez. Oui, alors tout simplement, Nicolas, parce qu'on y va, on s'est dit, allez, on se fait plaisir, c'est la magie du direct, et on y va. Et bon, là, alors il y a une série de questions, et après, c'est Emmanuel Macron qui répond à 2-3 questions de suite. C'est bien ça sur la forme, c'est très intéressant, c'est que les citoyens commencent par poser des questions, et ensuite le président y répond en un très très long tunnel, et généralement les citoyens ne peuvent pas reprendre la parole pour éventuellement contredire le président. C'est un grand principe qui a beaucoup marché. Après, oui, effectivement, les actes de contrition, alors ils sont très courants finalement chez Emmanuel Macron. Il n'y a pas souvent l'habitude de dire qu'il se trompe, mais il va le dire de plus en plus parce qu'il est en campagne et que ça le rend, je ne dirais pas intelligible, mais je le dirais, ça le rend peut-être un peu plus crédible. Après, sur la forme, on est face à une très belle machine intellectuelle qui parle en langage très 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 technocratique, de sujets qu'il présente comme étant très 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 pragmatiques, alors qu'en fait derrière tout ça il y a beaucoup d'idéologie sur la manière dont il voit la société. Sur allez, la forme toujours, parce que c'est très intéressant, et puis c'est aussi votre métier, hein, Frédéric Sinclair. Bon, on peut préciser et rappeler que en fait le président Macron vient pour la 5e fois à Poissy, chez Carl Olive, qui est maire, alors qui au départ était d'hiver droite, et qui a rallié Emmanuel Macron au fur et à mesure on va dire des mois, et il se trouve que finalement il est l'un des rares élus locaux à soutenir Emmanuel Macron, parce qu'il n'a pas cette base d'élus locaux, Emmanuel Macron. Effectivement, il n'a pas beaucoup d'élus locaux, mais il vous aura pas échappé que ça commence à grandir petit à petit, parce que vous avez le maire de Nice, vous avez également le maire de Toulon, qui ont rallié Emmanuel Macron d'une manière ou d'une autre. Il y a également Renaud Muselier, donc le président de la région Sud. Donc simplement pour le Sud-Est, vous avez déjà 3 poids lourds qui se sont ralliés à Emmanuel Macron, et c'est pas très étonnant parce que petit à petit, il commence à incarner cette droite libérale modérée, une reconstitution de ce qu'était avant l'UDF, qui finalement se retrouve assez bien dans un discours où on fait globalement de l'économie de façon un tout petit peu hors sol pour les gens qui sont attachés au territoire, mais qui malgré tout, pour tout un tas d'autres, est extrêmement engagé à l'international, l'Europe, la mondialisation. C'est des discours qui parlent dans la droite libérale. Donc là, aujourd'hui, les territoires peuvent s'y retrouver. Je vous rappelle que dans les années 2000, ce qu'on avait envie de faire, c'était de porter les territoires à l'international façon allemande, avec des régions un peu plus grandes, et c'est ce qui avait poussé François Hollande à agrandir les régions pour les rendre accessibles à une économie beaucoup plus internationalisée. Donc aujourd'hui, il se trouve qu'avec ces crises à répétition, ça a plus le vent en poupe, mais Emmanuel Macron continue d'avoir un discours qui peut séduire. Sur Carl Olive en particulier, c'est un rallié de droite. Vous remarquerez qu'avec ceux que j'ai cités, il y en a beaucoup. On a aussi à gauche François Rebsamen qui vient pour Dijon, donc le maire de Dijon, qui vient d'afficher son soutien à Emmanuel Macron. Et puis alors là, on ne l'attendait pas, mais le Tché, comme on l'appelait, Jean-Pierre Chevènement, qui lui aussi, pourtant souverainiste,
fondateur du CRS en son temps, a aussi affiché son soutien à Emmanuel Macron. Oui. Autant dire qu'il aborde cette campagne avec des soutiens relativement larges. Oui, souverainiste et très tranchant sur la question régalienne, hein, Jean-Pierre Chevènement, mais donc de ce fait un peu axé vers le centre, lui qui était à gauche. Alors sur le fond de ce qu'on vient d'écouter, parce que on y est allé au petit bonheur la chance, mais c'était très intéressant cette question-là de la formation, de la comparaison avec l'Allemagne. Nicolas Corato, c'est une des réussites du quinquennat Macron, cette formation. J'en ai discuté avec certaines entreprises qui disent qu'effectivement la formation s'est développée. Oui, c'est un fait. D'ailleurs, Emmanuel Macron et son parti et ses soutiens insistent beaucoup sur leur succès en matière d'emploi, en sens général du terme, et pas simplement de l'apprentissage. Donc effectivement, vous entendrez beaucoup de patrons et le patronat se réjouir de la politique qui a été menée depuis 5 ans sur l'apprentissage. Mais c'est très intéressant l'extrait que vous avez passé, parce que quand Emmanuel Macron dit on a nettoyé les normes, là vous voyez, on a fait la réforme parce que il y avait des choses absolument ineptes. Par exemple, oui, le boulanger ne pouvait pas arriver très tôt, le jeune etc. apprenti qui peut pas arriver avant 8h du matin. Mais essayons de s'arrêter un instant sur ça. Ça s'appelle comment ça ? Ça s'appelle une histoire d'horaire de travail, de conditions de travail. Ils ont quel âge les jeunes qui sont en apprentissage? Pourquoi est-ce que dans ce pays on a interdit le travail des enfants la nuit? Vous savez que ça a été au prix de longues luttes sociales. Donc c'est pas uniquement, c'est présenté comme quelque chose de pratique. Oh là là, vous comprenez, on a facilité le travail des boulangers. C'était complètement absurde de pas pouvoir faire venir un gamin avant 8h du matin pour travailler. Mais rappelons-nous le travail de nuit des enfants. Donc derrière ces idées un peu pragmatiques, un peu pratico-pratiques comme ça, il y a beaucoup d'idéologie et il y a beaucoup de projets de société. Si le projet de société d'Emmanuel Macron, c'est de faire de la majorité de nos jeunes des apprentis, eh ben, il faut le dire, mais il faut aussi dire ce que ça veut dire en termes de vie, en termes de conditions de travail, en termes de droit du travail également. Oui, Frédéric Sinclair, là, c'est le candidat, on l'a évoqué à travers le ralliement des élus locaux, mais c'est la partie droite, finalement, d'Emmanuel Macron qui semble avoir plus de facilité à mettre en avant sa partie droite que sa partie gauche. Pardonnez-moi l'expression qui est bizarre, mais enfin, quand même. Oui, parce que vous aurez remarqué qu'à gauche, en réalité, le social perd un tout petit peu de terrain. On a un gros clivage en fait anticapitaliste à gauche. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais la partie social-démocrate a finalement rallié la partie social-libérale, c'est-à-dire globalement a mis l'économie de marché en premier et la question sociale en deuxième. À travers Emmanuel Macron, c'est devenu la théorie du ruissellement, hein, les Français s'en rappellent. Sur la question plus précise abordée pendant l'extrait qu'on a entendu, c'est encore une fois très intéressant, on est bien tombé. Cette histoire de l'apprentissage et des apprentis, en réalité, on fait face à un non-dit là. Un double non-dit. Le premier, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent lorsqu'ils ne sont plus apprentis? Est-ce qu'il y a une pérennisation de l'embauche? Est-ce qu'on rentre directement en CDI? Ou est-ce qu'on retourne au marché du travail, à la NPE, enfin désormais Pôle emploi, et est-ce qu'on postule? Et donc finalement, est-ce que ce n'est pas simplement reculer pour mieux sauter, fabriquer des emplois aidés à moindre coût pour faciliter une embauche masquer des entreprises qui n'arrivent pas à trouver des employés, bien souvent parce que le salaire n'est pas suffisamment haut, c'est-à-dire qu'on arrive assez facilement dans notre pays et dans les pays occidentaux à accepter qu'on puisse peser sur le salaire à la baisse. Par contre, quand il faut peser à la hausse, là, on ne veut plus. Et le deuxième non-dit, Frédéric Sinclair, le deuxième non-dit? Et alors, le deuxième non-dit, c'est pourquoi est-ce qu'on fabrique comme ça aujourd'hui massivement de l'apprenti? À quoi ça correspond finalement cette espèce de renversement idéologique? Eh bien, ça correspond à une fracture dans notre société où on a encouragé tous les enfants, tous les élèves à faire des études longues en leur disant vous verrez, vous aurez un super job, et c'est juste pas vrai. En réalité, les études longues bien souvent ne mènent nulle part. Donc la vérité, c'est que ce qu'il faudrait faire, c'est transformer les secteurs courts. Les Suisses font ça très très bien, et permettre à ceux qui ont fait des études courtes ensuite de se spécialiser et de créer des filières d'excellence. Emmanuel Macron l'a-t-il fait? Non, il sort des enfants de l'école à 14 ans et comme le disait Nicolas Corato, il va leur permettre d'avoir des horaires de travail un tout petit peu décalés
pour pouvoir répondre aux attentes du monde de l'entreprise. Je ne suis pas certain qu'il y ait un vrai projet de société derrière. Frédéric Sinclair, Nicolas Corato, restez bien avec nous. Nous revenons pour la deuxième partie des vraies voix qui font la politique. Juste parce qu'on s'est régalé avec Jamel Abdelak, un petit retour de ce qui se passe à Poissy avant la pub. Jamel, c'est que des questions pour l'instant. Alors, la place... Écoutons juste les questions, 2 secondes quand même. Tout à l'heure, je suis partie prendre, mettre de l'essence dans mon véhicule et j'ai vu plus de 2 €. Vous voyez, hein, les questions, c'est très très intéressant. Allez, on doit marquer une respiration, mais on suit ce qui se passe à Poissy, c'est passionnant. Et nous revenons avec Nicolas Corato et Frédéric Sinclair. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir et avec nos 2 spécialistes politiques, les vraies voix qui font la politique, Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, et puis Frédéric Sinclair, politologue, auteur notamment de la refondation de la droite. Messieurs, c'était une journée importante pour la vie politique puisque le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, annonçait la liste officielle. C'était à midi des candidats donc à l'élection présidentielle 2022. Ils sont 11, on note qu'il y a 4 femmes. On n'arrive toujours pas à passer la barre de 4 candidates sur les dernières années. Ça marche sur la 5e République à chaque fois. Je vous propose d'écouter celui qui est l'invité de dernière minute. Alors on va dire le 12e homme, hein, pour une métaphore footballistique. C'est Philippe Poutou. Il n'avait pas encore les 500 signatures au moment de faire le dernier point, mais il savait. Alors écoutez cette vidéo, c'est incroyable. Il avait enregistré cette vidéo jeudi. Il raconte exactement ce qu'il va passer et puis il en profite pour évoquer auprès de ceux qui le soutiennent son discours. On en parle avec vous, messieurs. Bonjour, une petite vidéo avant le meeting de ce soir à Angers. On est devant une gare parce qu'on va prendre le train. Et il se trouve qu'au moment où il y aura le compteur, le nouveau compteur du Conseil constitutionnel, on pourra pas faire la vidéo. Donc c'est maintenant qu'on le fait. Donc ça va certainement être un chiffre en dessous des 500. Mais nous, on sait d'ores et déjà, avec la remontée des équipes militantes, les chiffres qu'on a de l'ancien compteur, des formulaires qu'on a vus et des promesses qui sont très fiables, on sait qu'on va atteindre les 500. Voilà, donc c'est un peu la nouvelle du soir. On va être candidat à cette élection-là. Et maintenant, malgré en tout cas le filtre antidémocratique, parce qu'on a quand même contourné la barrière, et une nouvelle fois on y arrive. On n'est pas invité à cette élection-là, mais on a forcé donc l'invitation. Et on est évidemment très content, surtout par rapport à toutes les équipes militantes qui ont bossé pour obtenir ça, et aussi satisfait du soutien, parce qu'on a eu un soutien, une solidarité d'un milieu militant de gauche assez large, qui nous a permis d'atteindre cet objectif des 500. Maintenant, on part en campagne à partir de la semaine prochaine, campagne officielle. On va pouvoir dire tout ce qu'on a envie de dire, dénoncer cette société, faire la campagne anticapitaliste, féministe, antiraciste, anticolonialiste, antimilitariste, avec toutes les solidarités qu'on a envie d'exprimer et puis le combat qu'on a envie de mener. Donc on en appelle évidemment à tout un milieu autour de nous, de sympathisants qui pourraient rejoindre cette campagne-là, nous aider à faire le plus de bruit possible dans cette campagne-là, parce que l'enjeu, c'est pas juste se montrer dans la campagne, c'est aussi reconstruire quelque chose du côté des forces militantes à gauche, de la gauche anticapitaliste, du côté des opprimés. Voilà, l'enjeu il est un peu là, c'est qu'il faut se défendre. Il y a une urgence et on a intérêt à vraiment chambouler tout ça très rapidement. Et bien finalement, on peut le dire, on sera là à cette campagne-là. Et il avait raison, effectivement, Philippe Poutou, donc qui va se présenter pour la 3e fois à l'élection présidentielle. En 2012, 1,15. En 2017, 1,9. Voilà ses scores. Il est aujourd'hui conseiller municipal, en plus d'être toujours ouvrier dans une usine Ford. Alors Philippe Sinclair, vous êtes politologue. Comment fait-il pour... Frédéric Sinclair, je dis Philippe, oui, Frédéric Sinclair. Comment fait-il, Philippe Poutou, pour y aller une 3e fois, alors qu'on voit mal finalement ces liens avec ceux qui sont censés apporter les parrainages? Frédéric Sinclair. Les liens, en réalité, ils sont là, ils sont pas politiques au sens strict du terme, mais ils sont idéologiques. C'est-à-dire que il y a dans ce pays un fond idéologique anticapitaliste extrêmement puissant. Si vous faites la somme de tous les candidats potentiels de la gauche, vous allez voir qu'ils sont pas loin d'égaler les scores en pourcentage de ceux de la droite. Je veux dire, c'est quand même assez surprenant quand on pense que il y a des pays où
toutes ces gauches qu'on dit extrêmes, donc on situe à peu près la limite entre extrême gauche et gauche radicale au niveau de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon fait partie de la gauche radicale et on dit que dans son mouvement, il y a certains groupuscules ralliés qui viennent de l'extrême gauche. Donc Philippe Poutou, la lutte ouvrière, le NPA, etc. Donc on appelle ça de l'extrême gauche. Juste pour faire 2 secondes d'histoire, ça veut dire quoi? Donc en fait, c'est des groupuscules qui sont issus de la 4e internationale trotskiste. Donc Trotsky se C'est une gauche révolutionnaire. C'est une gauche révolutionnaire. C'est une gauche non seulement révolutionnaire, mais qui est restée anticapitaliste. Profondément anticapitaliste. Ouais. Philippe Poutou le rappelle, ils sont anti à peu près tout, et donc ils sont là pour casser le système. C'est cette idéologie anticapitaliste qui fait qu'il y a aujourd'hui des voix qui vont à Philippe Poutou. Ce qui devrait nous interroger, c'est pourquoi ils vont à lui et pas à Christiane Taubira, par exemple. Nicolas Corato, une question, parce qu'on a eu Olivier Besancenot, Arlette Laguiller, qui ont eu un petit capital sympathie. Pour Philippe Poutou, pas facile, d'autant que demain, il était, alors ça a été reporté, hein, mais il devait être convoqué au commissariat pour être par accusation, puisqu'il a dit que la police tuait, donc il est accusé d'injure publique envers une administration publique. Il n'a pas un capital sympathie, Philippe Poutou, non ? Ah, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il fait partie quand même, non pas des meubles de cette élection, mais des candidats populaires, ou en tout cas que les Français aiment voir animer le débat, parce que c'est quelqu'un qu'on partage ou pas ses idées, qui a un franc-parler, qui met d'ailleurs qui met en détresse souvent les candidats, y compris de la gauche. Donc c'est quelqu'un qui fait un peu irruption dans le débat et qui change un peu la donne du débat. On l'avait vu d'ailleurs lors des fameux débats du premier tour de 2017. C'était très intéressant de voir Philippe Poutou débattre avec Emmanuel Macron, par exemple, qui à l'époque était candidat, n'était pas président sortant et acceptait, voire même recherché les débats du premier tour. Donc moi je suis pas persuadé qu'il soit si impopulaire que ça. Je crois même qu'il a un sacré capital sympathie. Vous avez raison, vous citez l'icône Arlette Laguiller. C'est vrai qu'Arlette Laguiller, on l'a trouvé très sympathique. On écoutait assez peu d'ailleurs ce qu'elle disait. Peut-être que si on l'avait écouté un peu plus, on l'aurait trouvé peut-être un petit peu moins sympathique. Mais Frédéric avait raison. On est sur des candidats de l'extrême gauche qui sont des candidats anti-système, qui se présentent aux élections d'un système qu'ils souhaitent mettre à bas, qu'ils souhaitent détruire de l'intérieur ou de l'extérieur. Ça dépend de la branche révolutionnaire dans laquelle ils sont. Mais ils ont un intérêt, c'est quand même de venir perforer un peu la bien-pensance et le bon déroulement un peu bourgeois ou mondain parfois des débats politiques sur les plateaux télé. Messieurs, c'est au moins un avantage. Messieurs, votre analyse est particulièrement intéressante, grosse actualité, on le disait. On voulait quand même évoquer, mais alors très très vite, on va faire très très vite, la primaire populaire donc qui soutenait la candidate Christiane Taubira, qui n'a pas eu ses 500 signatures. Cette primaire populaire apporte son soutien à Jean-Luc Mélenchon donc et son union populaire. Écoutez la réaction, c'était ce matin au micro de Patrick Roger sur Sud Radio, de celui qui est un peu piégé, du coup Yannick Jadot, qui était le deuxième pourtant la primaire populaire. Christiane Taubira, donc qui a gagné la primaire populaire, qui arrête finalement, et la fameuse primaire populaire, alors que vous êtes arrivé en seconde position, qui appelle, pas voter pour vous, mais plutôt à soutenir Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, c'est un running gag, cette primaire populaire. Bon, le vote a lieu. C'est Christiane Taubira qui gagne. La primaire populaire ne se mobilise absolument pas pour celle qui avait gagné. Ouais. Et maintenant, à 30 contre 450 000, ils rejoignent un autre candidat. Écoutez, à un moment donné, je pense que à la fin de cette campagne et probablement après, on comprendra à quel maître certains organisateurs de cette primaire populaire ont obéi dans toute cette campagne. Nicolas Corato, Frédéric Sinclair, je vous demande une performance. Chacun 15 secondes pour vous dire finalement la conséquence de ce choix pour vous. On commence par Nicolas Corato. Bon, 15 secondes, c'est dur. Je le sais. D'abord, c'est la conséquence du fait que Christiane Taubira a été empêchée d'avoir ses signatures. Il n'a échappé à personne que la primaire populaire a été construite pour préparer la candidature et le lancement de la candidature de Christiane Taubira, et que je pense qu'à au moment où Christiane Taubira ne pouvait plus participer, ses partisans ne pouvaient pas ou n'imaginaient pas, pour des raisons qui leur sont propres, apporter un soutien à Yannick Jadot et ont préféré aller vers Jean-Luc Mélenchon. Logique pour vous donc, Nicolas. C'était un instrument politique. Sans Christiane Taubira, ça devient un running gag. Allez, 15 secondes aussi, Frédéric Sinclair.
Oui, moi je pense qu'il y a un cafouillage idéologique dans d'à peu près toute la gauche. Il y a beaucoup trop de monde pour des courants qui sont finalement beaucoup trop peu nombreux. Il y a besoin de rassemblement, ils sont pas capables de le faire et donc ça fait effectivement du running gag. Merci messieurs, c'était passionnant, les vraies voix qui font la politique. On retrouve tout de suite Yvan Cujous et son Love Music, c'est Helmut Fritz, l'invité. Et merci encore pour la prouesse technique à Jamel Abdelhak. Merci, à demain.